Avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer, il n'y aura pas toute la vie de Joséphine Baker dans cette vidéo parce qu'en fait, elle est tellement exceptionnelle sa vie que c'est trop long. Si vraiment j'expliquais toute sa vie, etc., la vidéo, je pense qu'elle va durer bien 1 heure, 1 heure et demie, même aller 2 heures, facile. Donc là, je vous ai fait un condensé de sa vie, les points les plus intéressants et je trouve les plus importants. Bonne vidéo. Et yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo encore une fois, histoire vraie. Aujourd'hui, on va parler d'une grande femme, Joséphine Baker. Freda Joséphine McDonald, dit Joséphine Baker, était une chanteuse, danseuse, actrice et meneuse de revue. C'est une icône des années folles et une vedette du music-hall. Mais avant d'aller plus loin, parlons un peu de sa jeunesse. Chapitre 1, sa jeunesse. Freda Joséphine McDonald, appelée plus tard Joséphine Baker, est née le 3 juin 1906 aux États-Unis dans l'État du Missouri. Sa mère, Carrie McDonald, est une musicienne et danseuse ayant des origines afro-américaines et amérindiennes qui était fille d'esclaves. Son père, Eddie Carson, est un musicien de rue d'origine espagnole. Lui et Carrie mettent en place un numéro de danse et de chant. Mais en 1907, Eddie abandonne sa famille et ne reconnaît pas du tout Joséphine. Par la suite, Carrie se marie avec un ouvrier du nom d'Arthur Martin, avec qui elle aura 3 enfants, donc les petits frères et petites sœurs de Joséphine. À cette époque, la famille de Joséphine est très pauvre. Alors, dans sa jeunesse, elle va alterner entre l'école et des travaux domestiques pour des personnes aisées chez qui sa mère l'envoie travailler. Son salaire va aider à nourrir la fratrie dont elle est l'aînée. En février 1920, alors âgée seulement de 13 ans, Joséphine quitte l'école et s'engage dans un mariage qui ne durera que quelques mois, durant lesquels le couple est hébergé dans la famille de Martin. Chapitre 2, ses débuts d'artiste. Pour ce chapitre, on va le décliner en 2 parties. Partie 1, artiste de rue. Partie 2, vous allez voir ma vidéo. À la suite de son mariage, Joséphine, qui danse depuis son plus jeune âge, rejoint un trio d'artistes de rue appelé le Jones Family Band. Ouais, petit accent pas mal, ouais. À l'arrêt de leur tournée à Philadelphie, Joséphine fait la rencontre de William Howard Baker. Elle l'épouse en 1921, s'installe avec lui et prend son nom. Pour gagner sa vie, elle danse dans des standards théâtres où elle gagne 10 $ par semaine. Partie 2, danseuse à Broadway. L'envie de danser à Broadway la pousse tout juste âgée de 16 ans à quitter son second mari pour tenter sa chance à New York. Parce que oui, Joséphine Baker voit grand. Une fois sur place, elle met un peu de temps avant d'aller se présenter au music-hall de Broadway. Elle essuie plusieurs refus du directeur avant d'enfin se voir offrir un rôle sommaire. Grâce à ce rôle, elle rejoint donc la comédie music-hall Shuffle Along, un spectacle populaire à la distribution entièrement noire. Au bout de 2 ans de tournée, elle change d'allégeance et s'associe au Chocolate Dandies, qu'elle quitte à son tour pour entrer au PlayStation Club, pas sûr que ça se dise comme ça, je suis désolé, où elle fait la rencontre de Caroline Dudley Reagan, qui est tout simplement l'épouse de l'attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris. Donald J. Reagan voit en Joséphine Baker un gros potentiel. Caroline fait une proposition de 250 $ par semaine à Joséphine Baker si celle-ci accepte de la suivre en France où Reagan veut monter un spectacle où Joséphine serait la vedette. Tout ça qui fera Joséphine Baker une star de la revue. Je vais pas dire le mot parce que ça va pas passer sur YouTube, mais je vous mets la définition ou sinon allez voir directement sur internet ce que c'est. C'est un mot péjoratif pour décrire une personne de couleur noire. Vous savez lequel c'est du coup. Chapitre 3, sa carrière française. L'année 1925 révèle l'artiste aux yeux du public français. Joséphine Baker et sa troupe font la traversée de New York à Cherbourg du 15 au 22 septembre pour jouer cette fameuse revue au théâtre des Champs-Élysées. Le 2 octobre 1925 a lieu la première représentation du spectacle. Joséphine y interprète un tableau nommé La danse sauvage. Dans un décor de savane, elle apparaît dans son Charleston, quasiment nue, juste vêtue de sa célèbre ceinture de banane. Pour elle, son arrivée en France sera vécue comme une libération. À ce sujet, elle dira « Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. C'était un pays réservé aux Blancs. Il n'y avait pas de place pour les Noirs.
J'ai tout fait aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous sommes partis, pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça. Je me suis sentie libérée à Paris. Après plus d'une centaine de représentations en France et à l'étranger, Joséphine casse son contrat et accepte de signer en 1927 pour la première fois avec le théâtre des Folies Bergères, une revue où elle joue le premier rôle. Dans La Folie du jour, pendant que le danseur sénégalais Feral Benga joue du tam-tam, Joséphine porte plume et ceinture de banane, aujourd'hui visible au château d'Émilandes. Joséphine est accompagnée d'un guépard, dont l'humeur terrifie l'orchestre et fait frémir le public. Cette même année, la jeune star se lance dans la chanson et suivant les conseils de son nouvel impresario et amant, Giuseppe Abatino, dit Pepito. Elle participe aussi au film La Sirène des Tropiques. Giuseppe ouvre le club chez Joséphine et organise la tournée mondiale de la chanteuse en 1928. Giuseppe était un tailleur de pierre de Sicile. Il fut souvent qualifié de gigolo. Sa liaison avec Joséphine Baker durera 10 ans, de 1926 à 1936. En plus d'être son impresario, il jouera le rôle de manager et sera son mentor pendant toute la période de son ascension. Chapitre 4, la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va rentrer dans un chapitre de la vie de Joséphine Baker que je trouve particulièrement impressionnant et j'ai pas le mot pour dire, c'est impressionnant. Un autre truc, mais ça se dit pas, j'arrive pas à le dire. Septembre 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, par le biais du frère de son impresario, Daniel Maroni, Joséphine Baker rencontre un officier de la section Allemagne du contre-espionnage français. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Jacques Battet, dont elle deviendra son honorable correspondant. Son rôle, très simple. Rapporter des informations qu'elle aura récoltées pendant de soirées mondaines où elle était présente. Tout ça a rapporté à Abtei, je suis pas sûr de la prononciation toujours, devenu son officier traitant. Par exemple, une semaine après son engagement, elle lui fait savoir qu'elle a appris à l'ambassade d'Italie que Benito Mussolini vient de décider de s'associer avec Adolf Hitler contre la France. Elle met également son talent de chanteuse à contribution en chantant pour les soldats qui sont au front. Joséphine Baker participe également en tant qu'ISPA à la Croix-Rouge et est affectée à la réception des réfugiés belges et hollandais. Après la bataille de France, elle reste en lien avec Jacques Abtei, qui lui-même a gardé des liens avec le service de contre-espionnage dirigé par Paul Payol. En raison de l'occupation allemande, les services de Joséphine sont camouflés en travaux ruraux. Jean-Luc Barré a pu écrire que Joséphine Baker a travaillé au service secret de la France libre. Voilà pour une petite partie de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que cette femme, donc Joséphine Baker, a fait énormément de choses pendant cette période et dans toute sa vie. Chapitre 5, la cause des Afro-Américains. En 1941 et en 1951, Joséphine retourne aux États-Unis pour renouer avec son succès. Elle est victime de ségrégation raciale, notamment lors de l'incident du Stork Club le 16 octobre 1951, alors qu'elle accuse le journaliste présent, Walter Winchell, de ne pas l'avoir défendue. Ce dernier, pour casser sa réputation, la traite de communiste et d'ennemi du peuple noir. En 1955, elle amplifie en Europe la vague d'indignation soulevée par le meurtre d'un jeune afro-américain, Emmett Till, au Mississippi. Tout ça suivi de l'acquittement de ces deux assassins. Dans les années 60, elle milite contre la politique d'apartheid instaurée en Afrique du Sud. Par la suite, elle retourne aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques du pasteur Martin Luther King. En 1963, elle participe à la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté organisée par Martin Luther King, où elle va prononcer un discours vêtue de son ancien uniforme de l'armée de l'air française et de toutes ses médailles de la résistance. À cette même époque, elle est engagée dans l'ICA, qui deviendra l'ICRA en 1980. Chapitre 6, les années difficiles. En juin 1964, Joséphine Baker est criblée de dettes. Après l'annonce de la mise aux enchères de sa propriété en Dordogne, accessoirement là où vivent ses enfants, elle lance un appel pour la sauver. Brigitte Bardot, touchée et bouleversée par cette histoire, participe immédiatement dans les médias au sauvetage et envoie un chèque important à cette collègue qu'elle n'avait jamais rencontrée. En 1968, le château est finalement vendu pour 1/10 de son prix. Après avoir dû vivre dans la seule cuisine et même passer plusieurs nuits dehors devant le portail, elle obtient un sursis
qui lui permet de rester dans les lieux jusqu'au 15 mars 1969. J'avance un peu dans ce chapitre jusqu'au 9 avril 1975. Alors qu'elle retrouve son appartement parisien et que le rideau tombe devant une salle enthousiaste pour sa 14e représentation. Le lendemain, le 10 avril 1975, Joséphine Baker est victime d'une attaque cérébrale et est transférée dans le coma profond à l'hôpital où elle poussera son dernier souffle le 12 avril 1975. Elle reçoit les honneurs militaires et des funérailles catholiques sont célébrées le 15 avril 1975. Ensuite, le 19 avril 1975, il y aura des obsèques à l'église de Saint-Charles de Monte-Carlo et elle sera enterrée dans le cimetière de Monaco. Joséphine Baker rentra officiellement au Panthéon le 30 novembre 2021, soit 80 ans pile après sa naturalisation française. Son corps restera inhumé au cimetière de Monaco, de sorte que le Panthéon ne sera pas son tombeau, mais son cénotaphe. Joséphine deviendra donc, le 30 novembre 2021, la 6e femme, mais surtout la première femme noire à entrer au Panthéon. Voilà, c'est fini pour l'histoire de Joséphine Baker, donc je voulais condenser quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette femme extraordinaire, parce qu'elle fait beaucoup de choses, c'est juste incroyable. C'est une grande femme, c'est un truc de fou. J'espère que je t'aurai appris quelque chose et que je t'aurai fait découvrir cette femme, même si beaucoup de gens la connaissent. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Mettre ton plus gros pouce bleu, c'est gratuit, et quand c'est gratuit, c'est toujours bien. Et dites-moi en commentaire sur qui vous voulez une histoire vraie, comme a fait ce monsieur-là. D'ailleurs, je le remercie s'il passe par là. C'était tout, c'était moi, c'était Nubio. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ciao.